juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très content de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Comme d'habitude, à mes côtés, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et aujourd'hui, nous recevons Tom Richard. Salut Tom. Salut les gars, salut. Tom, on a une tradition dans ce podcast, c'est de donner le micro à notre invité pour qu'il se présente. Ils le font en général bien mieux que nous. Donc ce que je te propose, c'est de tout nous dire sur Tom Richard. Qui es-tu? Et puis peut-être juste avant de rentrer plus dans les détails, on peut peut-être déjà commencer par ton palmarès, histoire de mettre un petit peu de contexte dans la discussion. Alors pour le palmarès, j'ai été 3 fois champion de France espoir, donc ça remonte déjà il y a quelques temps, c'était 2014, 2015, 2016. Après j'ai fait 5e au championnat du monde espoir en 2016 et plus récemment j'ai fait des top 6 sur WTCS l'année dernière et j'ai terminé du coup la saison 2022 18e mondial. Et j'ai aussi fait 3e au championnat d'Europe Super Sprint en 2021. Après aussi plusieurs podiums sur le Grand Prix français, donc avec mon club de Poissy Triathlon. Et j'ai plusieurs titres de champion de France des clubs, toujours avec mon club de Poissy Triathlon. Et au passage, un petit titre de champion de France U23 aussi? Ouais, champion de France U23, ouais. Et podium en Coupe du Monde. L'année dernière, mon premier podium en Coupe du Monde aussi. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ça. Tu vas nous expliquer ce que ça fait, l'entraînement et la dévotion à son sport. Mais comme je te le disais en introduction, ce que je te propose, c'est de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Tom Richard? Alors, j'ai 29 ans. Je suis originaire de région parisienne, donc de Poissy. Chambourcy exactement, une petite ville à côté de Poissy. Et j'ai commencé le triathlon donc à l'âge de 16 ans au club de Poissy Triathlon par hasard. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu puisque j'ai commencé vraiment ne sachant même pas ce que c'était le triathlon. Je me suis pris au jeu petit à petit et puis je m'y suis investi de plus en plus au fil des ans jusqu'à arrêter mes études en 2016 donc après une licence pour m'y consacrer à 100%. Et un peu tenter le tout pour progresser et essayer d'atteindre le meilleur niveau international. Donc ensuite des années un petit peu plus compliquées et puis depuis maintenant 2-3 ans j'ai retrouvé le chemin de l'équipe de France. Donc maintenant je peux dire que je suis un triathlète de l'équipe de France des triathlons. Donc ça me fait plaisir de dire ça parce que c'est quelque chose qui est bien quand on fait du triathlon de pouvoir être en équipe de France, en tout cas du triathlon courte distance. Et puis voilà, maintenant j'ai pour objectif les Jeux de Paris 2024. Et pour ajouter aussi, maintenant j'habite et je m'entraîne sur Grenoble, donc avec un groupe avec d'autres triathlètes français et internationaux. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis arrivé dans les Alpes. Et je m'y plais bien, ça se passe bien, donc c'est cool. Excellent. Et pourquoi t'as choisi les Alpes parce que j'imagine que du coup, triathlon, il y a des triathlons un peu plus roulants, il y a d'autres triathlons avec un peu plus de dénivelé. T'as choisi de te spécialiser dans le triathlon de montagne ou rien à voir? Non, rien à voir, mais c'est vrai que ça a un peu quand même un rapport avec le triathlon montagne parce que c'est suite à ma participation à l'Alpe d'Huez. Alors, comme mes débuts en triathlon se sont faits par hasard, ma venue dans ce groupe s'est aussi fait un petit peu par hasard. C'était pas du tout prémédité. Et en fait, je crois que c'était en 2018, j'ai participé au triathlon de l'Alpe d'Huez. Et puis, je me suis dit je vais demander à Dorian Coninx, que je connaissais déjà parce qu'il était dans mon club à Poissy, d'aller quelques jours chez lui avant de faire le triathlon de l'Alpe d'Huez parce qu'il habite Grenoble et donc c'est pas très loin de l'Alpe d'Huez. Je me suis dit je vais me faire un petit stage à Grenoble, comme ça je vais m'entraîner avec lui et puis je serai à 1 heure de route du triathlon. Et puis finalement ça m'a bien plu. Il y avait aussi Léo Bergère à ce moment-là. Et puis à la fin quand je suis parti, ils m'ont dit ça te dirait pas de venir t'entraîner avec nous, ça serait sympa si on montait un petit groupe et tout. Et puis à ce moment-là, j'avais un peu pour idée déjà de quitter mon lieu d'entraînement donc de chez mes parents à côté de Poissy pour voir autre chose. Je savais pas trop où aller, donc je me suis dit écoute pourquoi pas. Donc j'ai approfondi un peu cette idée-là. Et puis voilà, comme je me suis retrouvé à Grenoble dans les Alpes, donc
c'est pas particulièrement parce que c'est dans les Alpes que je suis venu, mais en tout cas, c'est parce que c'était proche du triathlon et surtout parce qu'en fait, il y avait des gars déjà très très forts qui s'entraînaient là et moi, c'est un petit peu ce que je recherchais à ce moment-là. Et puis la région est magnifique. En plus, c'est vrai que ça, j'ai bien aimé aussi parce que pour le vélo, c'est super. On a des tours exceptionnels, notamment quand on fait des sorties longues. On se régale, donc c'est cool. Et puis, il y a quand même des bonnes conditions. L'hiver, c'est difficile, la météo, mais justement, j'allais y venir. Tu fais comment l'hiver? Parce que moi, quand je suis venu avant le triathlon d'Alpe d'Huez, il faisait beau, donc c'était un peu une entourloupe. Il faisait chaud, mais après je l'hiver. t'ai pas dit qu'en hiver ça changerait, qu'il allait y avoir de la neige. Je m'y attendais, mais bon, moi, je venais de région parisienne, c'est pas non plus la folie l'hiver. Il fait tout le temps gris, donc ça me dérangeait pas trop. Et du coup, l'hiver, on s'adapte, hein, on part en stage un petit peu, et puis sinon, je pense que c'est bien aussi de s'entraîner un peu dans des conditions difficiles parce que en compétition, ça peut arriver que il pleuve, qu'il fasse froid, et en fait, c'est aussi bien de pouvoir le travailler à l'entraînement. Donc, c'est sûr. Ça veut dire que t'es sorti, je sais pas, t'es sorti longue à vélo. Enfin, j'imagine que si tu t'entraînes en Espagne. Où il fait 20 degrés en hiver, ou tu t'entraînes dans les Alpes où il fait -5 et qu'il neige, j'imagine que tes sorties longues à vélo, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est sûr, c'est pas la même. Tu laisses un peu des plumes quand il fait froid, mais c'est pour ça que l'hiver, on part en stage. Là, on était du côté de Saint-Raphaël cet hiver. On est déjà allé en Espagne auparavant, et du coup, ça permet en fait de passer le gros bloc de travail hivernal où le temps est vraiment pourri ici, plus au chaud, quoi. Et après, là, quand on revient, soit on repart une deuxième fois en stage si c'est encore compliqué niveau météo, ou soit après, à partir du mois de mars-avril, ça commence quand même à être mieux, et là on retrouve des conditions pratiques pour l'entraînement, quoi. D'un autre côté, ça fait pas mal travailler le mental aussi. Bah oui, c'est ça. Si on est tout le temps dans le confort, après on n'arrive plus à se faire mal. C'est ce que je me dis aussi, donc non, faut trouver le juste milieu parce qu'on peut pas faire tout l'hiver comme ça après il pleut pas tous les jours, hein, mais on peut pas faire tout l'hiver dans la grisaille ou dans le froid, c'est pas possible. Mais de le faire un petit peu, je pense que ça fait pas de mal. Donc voilà, on alterne un peu entre Grenoble et le sud de la France ou l'Espagne l'hiver, quoi. Et puis il y a quand même des bons spots d'entraînement en prenant la voiture à 4-5 heures de Grenoble. On est vite dans le sud de la France en fait, donc c'est facile. On commence à bien connaître Saint-Raphaël, l'Espagne aussi un petit peu. Donc en fait c'est assez facile de bouger s'il y a besoin, quoi. Si on voit qu'une semaine il fait moche, on peut anticiper une petite semaine à l'avance et se dire écoutez les gars, la semaine prochaine c'est la galère. Allez, moi je suis chaud de partir dans le sud, go, quoi. Ouais, c'est quand même assez central. C'est vrai que même si t'es un peu excentré à l'est, t'es quand même pas trop loin de tout, quoi. C'est clair, moi venant de région parisienne, pour moi aller dans le sud c'était un périple, ça prenait la journée, 8 heures de voiture ou toute la journée dans le train. Là, j'ai l'impression d'être un sudiste maintenant, je prends la voiture, en 3h30 j'y suis, donc c'est pas mal, donc c'est pratique. Ok, top. Et si on revient un petit peu sur tes débuts, Tom, tu disais t'as commencé le triathlon à 16 ans sans trop savoir ce que c'était du triathlon. Comment ça se fait? C'est tes parents qui t'ont obligé? Ah non, pas du tout. Mes parents ils sont pas du tout sportifs. J'ai plutôt une famille qui est dans la musique, et personne trop dans le sport. Et en fait, moi j'ai quand même malgré tout fait du sport quand j'étais jeune, mais jamais en compétition. En fait, j'avais jamais fait de compétition. Je faisais du loisir. Et j'ai été un peu touche à tout, donc j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, de l'escrime, j'ai fait une année de VTT à l'UNSS aussi. Et puis, en fait, j'avais envie d'essayer le vélo de route. Parce que, le l'UNSS, j'avais découvert le VTT avec un prof de sport qui... L'UNSS, pour ceux qui connaissent pas, c'est le sport scolaire. Sport scolaire, moi, c'était au collège. En France. Moi, j'avais fait ça au collège. Donc, ça devait être en 5e, 4e, 3e que j'avais découvert ça. Et j'avais fait des compétitions, mais juste UNSS, mais pas de préparation à proprement dire, quoi. C'est-à-dire que juste je faisais un petit peu avec mon père, ou le mercredi après-midi avec le prof de sport. Et en fait, les VTT j'aimais bien, mais j'avais quand même envie de faire du vélo de route. Et donc je m'étais un peu renseigné autour de chez moi. Il n'y avait pas de club de vélo de route proche. Et donc c'était compliqué, donc j'avais demandé un peu au collège justement à ce fameux prof de sport, et puis un petit peu à des copains qui m'ont dit écoute, si tu veux, il y a un club de triathlon à Poissy, donc la ville à côté de là où j'habitais chez mes parents. J'habitais à Chambourcy, et dans le triathlon il y a du vélo de route, et en plus ils proposent de la compétition, chose que j'avais en plus envie de découvrir à ce moment-là. Donc je me suis dit écoute, je vais essayer de me licencier, enfin je vais essayer d'y aller pour voir ce que c'est, quoi.
Et donc, je me suis renseigné ce qu'était le triathlon. J'ai vu qu'il y avait de la natation et aussi de la course à pied. Bon, la course à pied, ça allait, j'étais pas mauvais. J'avais déjà fait les crosses du collège, ça se passait bien. Mais alors, la natation, j'avais pas souvent mis les pieds à la piscine. Donc bon, j'y suis allé. Et puis, j'avais un peu peur parce que on m'avait quand même dit, fais attention à Poissy, c'est très axé compétition, machin. Moi, je connaissais pas du tout ça. Donc bon, j'y allais un peu, mais à tâtons. Et au final, donc j'ai fait le jour de rentrée. Moi, j'avais 16 ans, donc j'étais lycéen, j'étais en seconde. Et le jour de rentrée pour voir en fait dans quel groupe on va me mettre. Et là, j'arrive, je me rappelle un mercredi après-midi, mon père me dépose pas très loin de la piscine. Je cherchais, je connaissais pas du tout cet endroit-là de Poissy. Et puis bon, je finis par trouver la piscine en demandant à deux trois passants où elle se trouvait. Et là, j'arrive que des enfants, des primaires, quoi. Donc, je me dis, ouais, dans quoi j'ai mis les pieds? Et puis là, on me fait faire un test de natation pour voir en fait si je savais nager. Donc, je savais flotter en fait parce que on a tous des cours de natation à l'école. Alors le crawl, je devais le nager comme un chien, quoi. Et donc voilà, on me dit fais un 25 mètres. Et puis bon, j'arrive tant bien que mal à l'autre bout du bord, à l'autre côté de la piscine. Et puis voilà, les semaines d'après, je me retrouve dans le groupe avec les enfants, quoi, clairement. Donc au début, c'était pas la folie, quoi. Je me dis bon, qu'est-ce que je fais là? Et puis l'avantage, c'est que tu progresses très vite quand tu pars de zéro. Donc chaque séance, je progressais, mais je devais nager peut-être 2 fois. Et puis après le reste, 1 ou 2 courses à pied et un vélo, quoi. Donc ouais, pendant 3 mois, j'étais avec les enfants et tout ça. Et puis petit à petit, après, ça a un peu mieux marché. Mais donc ouais, je suis vraiment parti de pas grand-chose. Mais en fait, ça a été une découverte, un nouveau monde aussi, parce que c'est pas trop l'éducation que j'ai eue, le sport. C'est-à-dire que chez moi, ça parlait jamais des Jeux Olympiques. À la limite, on regardait un petit peu le Tour de France ou la Coupe du Monde. Mais c'était vraiment pas du tout le centre d'intérêt de ma famille. Donc en fait, j'ai découvert un nouveau monde et des nouvelles personnes qui s'intéressaient au sport, en fait. Et donc j'avais tout à découvrir. Et c'est vrai qu'au début, je me sentais un petit peu étranger à ce monde-là parce que je savais pas trop ce que je faisais là, dans un sport où je n'avais jamais entendu parler, avec des gars qui parlaient de Jeux Olympiques, je n'avais jamais entendu parler. Dans le club de Poissy, il y avait déjà des élites qui avaient participé aux Jeux, mais moi, ça me faisait même pas rêver parce que je savais pas trop ce que c'était. Donc, en fait, j'ai vraiment tout découvert et bon, après, je me suis de plus en plus impliqué et c'est devenu mon monde. Mais c'est vrai qu'au début, je me demandais un peu où je mettais les pieds, quoi. Et est-ce que tu penses que t'as été désavantagé? Le fait que tu ne viennes pas d'une famille de sportifs, bah forcément t'as pas baigné dedans, tu vois. Enfin, t'as peut-être des réflexes ou quoi que d'autres vont avoir. Je sais pas, je pense par exemple à Fred Bellhomme, dont le papa était un des précurseurs du triathlon. Je pense à Claire Michel, dont la maman était nageuse olympique, tu vois, et bah boum, elle est devenue aussi athlète olympique. Enfin, tu vois, parce qu'elle Ouais. avait un peu ce modèle, elle avait ses références. C'est vrai que quand tu viens d'une famille qui est pas du tout sportive de base, bah t'as peut-être pas ces choses-là. Est-ce que tu l'as vécu toi comme un désavantage? En fait, je pense que oui et non. Je pense que c'est un désavantage parce que t'es moins baigné dedans, donc tu dois un peu apprendre toi-même en fait, et t'as pas forcément les raccourcis que les autres peuvent avoir lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont leurs parents, voilà, qui ont vécu la même chose. Donc l'expérience, quoi. On m'a pas donné l'expérience. Mais je pense que par contre, c'est un gros plus, justement, de pas parler que de triathlon, enfin, que de sport en général et du coup, de triathlon. Et en fait, d'être trop baigné dedans et limite à t'en dégoûter. Donc, en fait, j'ai fait mon bonhomme de chemin par moi-même, avec vraiment moi, les envies que j'avais et pas des parents qui étaient plus derrière moi en mode, ah, faut que tu gagnes cette course, vas-y, allez, fais ça. En fait, j'avais vraiment mon propre chemin, j'étais libre et mes parents ils étaient complètement derrière moi, mais pas en me poussant en fait, juste en me laissant libre de ce que je voulais faire. Donc je pense que c'était aussi un avantage de me construire par moi-même et de faire ce sport et de faire de la compétition parce que moi je l'ai voulu et pas parce que mes parents l'ont voulu. Et je pense que parfois justement on est un peu trop poussé et presque on peut être dégoûté, quoi, et on peut faire ce sport ne sachant pas trop pourquoi, plus pour suivre papa, maman, parce qu'on veut les rendre fiers ou quoi que ce soit. Moi je pense que ça du coup ça a été mon point fort aussi de me construire moi-même avec mes propres repères et faire ça pour moi en fait. Et je rentrais à la maison, on me disait pas quel temps t'as fait, machin, pourquoi t'as pas été meilleur, fais attention à ce que tu manges. En fait, ça me permettait de pouvoir aussi déconnecter quand je rentrais chez moi, quoi. Mais j'ai eu la chance malgré tout que mes parents, n'étant pas sportifs, je dirais pas comprennent, mais en tout cas me laissent libre de faire ça et me mettent pas des freins, quoi.
parce que comprendre, c'est un grand mot, parce qu'au début, bah, forcément, c'est nouveau aussi pour eux, et puis le triathlon, ils connaissaient pas, donc qu'ils comprenaient pas, ils ont toujours été ouverts d'esprit, et je pense, du coup, bah, ça leur a permis si moi j'étais épanoui, et du moment que je faisais pas n'importe quoi, ils étaient derrière moi, quoi. Sans me pousser, mais en me laissant faire ce que je voulais, quoi. Mais donc, ça t'a permis de découvrir, effectivement, et de peut-être d'y prendre un petit peu plus de plaisir, comme tu disais. Ouais, je pense que ça, forcément, si j'avais été baigné dedans plus jeune, j'aurais peut-être été plus fort plus tôt et éviter certaines erreurs aussi. Mais en tout cas, je pense pas que ça soit forcément un gros désavantage. C'est juste un parcours différent, en fait. Je vois ça. Et je pense que pour certaines personnes, ça conviendrait pas et il faudrait être baigné dedans depuis tout petit. Et pour d'autres personnes, c'est l'inverse, quoi. Donc c'est assez personnel, mais en tout cas, moi, je pense que ça m'a plutôt réussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on a pas mal enfin, je parlais de 2 exemples de personnes qui sont passées sur le podcast, c'est une chose. Mais je sais pas si tu parles de Tiger Woods, de Mozart, enfin tu vois, il y a pas mal de gens comme ça qui ont été effectivement, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, quoi. Tu vois, un peu comme Obélix. Et donc forcément, mais bon, en même temps, c'est comme ça qu'ils parviennent aussi à atteindre un niveau, tu vois, encore au-delà de, tu vois. Ouais, bah c'est sûr. C'est vrai que c'est souvent le schéma classique. On est baigné dedans, donc on y va, et c'est normal puisqu'en fait, c'est un petit peu c'est les principes qu'on t'apprend. En fait, c'est la vie dans laquelle t'es baigné depuis que t'es tout petit, donc tu suis les pas. Mais forcément ça aide et c'est plus facile d'être dedans. Moi, c'était vraiment le hasard. Aussi bien, il y avait pas eu de club à côté de chez moi et j'aurais jamais découvert le triathlon et j'aurais été je sais pas, ingénieur, pompier ou peu importe, quoi, mais pas triathlète. Et en fait, c'est plus le fruit du hasard qui m'a amené à faire ça, en fait, le fait que j'étais pas baigné dedans, quoi. Et du coup, et la musique, non, ça a pas été, t'as pas continué Non, dans la tradition familiale? J'en ai fait, j'ai fait de la guitare et du saxophone, mais le problème, c'est que j'avais l'impression d'aller à l'école quand je travaillais, quand je faisais de la musique, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression de travailler, alors que le triathlon, j'avais plus l'impression, de me faire plaisir, quoi. Mais je pense que j'ai toujours eu plus ce côté sportif, parce qu'en fait, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours aimé courir, mais juste comme ça. Je me rappelle que parfois j'allais faire des footings de temps en temps comme ça, ou faire un peu de VTT avec mon père, mais sans ambition. Mais c'était plus ce qui me branchait, en fait, depuis que j'étais jeune. Et comment t'as fait du coup parce que t'as commencé à 16 ans, ce qui est tôt et en même temps pas si tôt que ça, parce que il y en a qui commencent le triathlon à 4 ans. Enfin, je pense à Sam Lelo, par exemple, qui est aussi basé sur le podcast et qui nous expliquait que il a commencé depuis tout petit. Et pareil, parce que ses parents étaient aussi dans le tri depuis toujours, tu vois. Mais donc 16 ans, tu disais, je savais flotter, mais je savais pas vraiment nager. Comment tu fais pour passer de ça? Alors, j'entends bien, hein, la marge de progression au début, c'est facile, tu progresses vite parce que tu pars de très loin, donc ça c'est clair. Mais comment tu fais pour arriver de ça à des podiums en Coupe du Monde, des champions de France, etc. Bah, c'est vrai qu'en fait, commencer le triathlon à 16 ans, ça va, mais commencer la natation à 16 ans, c'est tard, parce que ouais, c'est un sport très technique, et on prend des automatismes jeunes, en fait, et c'est rare les gens qui perfent en commençant la natation tard. Je pense que j'avais des bonnes prédispositions en termes physiologiques, donc aéro. Après, tout ce qui est technique et tout, en fait, c'est compensé par ce facteur aéro, et surtout, je pense que j'ai une technique, en fait. En ayant une mauvaise technique de nageur, ça me fait avoir une bonne technique de triathlète en eau libre. En fait, comme j'ai jamais appris à nager. Faut que tu nous expliques ça. En fait, comme j'ai jamais appris à nager vraiment à proprement comme j'ai jamais appris à nager à proprement parler avec le geste parfait, etc., j'ai appris à nager un peu comme un chien et dans une piscine où on était 6-7 par ligne, hein, avec des cordes en guise de ligne. Et en fait, je pense que j'ai développé au tout début où j'ai commencé la natte une sorte de technique pour nager dans les pieds, dans les vagues de la piscine. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, de réussir à nager vite en eau libre, parce que nager vite en piscine, moi, je sais pas faire. Je pense que 90% des triathlètes à côté de moi sur la ligne de départ en Grand Prix ou en WTS, ça doit être 100%, ont des meilleurs records que moi en bassin. Mais en fait, en eau libre, j'arrive à avoir une lecture de course je pense que d'autres n'ont pas, et qui me permet justement de gommer ces lacunes techniques que je peux avoir, et c'est ce qui me permet de nager vite. Mais après, je vais vous avouer que moi-même, je comprends pas comment j'arrive à nager si vite en eau libre par rapport à mon niveau en bassin. Donc ça m'a longtemps... Mais t'en as qui sont comme ça, hein. Ouais, mais ça m'a longtemps, en fait, pesé, parce que tous les hivers, clairement par rapport
mes copains triathlètes, j'avançais pas. Et tous les hivers, je me disais, mais là, je vais être nul. Et en fait, à chaque compétition, je nageais bien. Et puis, petit à petit, je nageais quasiment devant. Enfin, c'était l'année dernière, ça m'est arrivé de sortir dans les 5 premiers WTCS. Donc, ça m'a beaucoup pesé pendant des années. Et puis maintenant, je l'accepte. Je sais que bon, l'hiver, je suis pas le roi des chronos, mais en général, ça fait le taf suffisamment pour la saison. Donc moi-même, j'ai du mal à expliquer. Je pense que ouais, c'est cette histoire de technique un peu où je tourne beaucoup les bras, donc ça met tout le temps de la relance en fait dans ma nage. Donc même si je suis perturbé par un coup ou à l'approche des bouées ou quoi, en fait, j'ai pas de temps mort dans ma nage et ça me permet de nager vite. Et puis cette lecture de course en natation où j'arrive un petit peu à comme si j'étais un drone au-dessus de la masse de nageurs et à voir un petit peu quel pied prendre, comment me placer. Et je pense que c'est ces deux choses en fait qui me permettent de me sortir un peu de la masse et de nager plutôt aux avant-postes. Et en fait, ouais, du coup ça me fait rire parce que je m'en amuse en fait d'être mauvais entre guillemets. Je suis pas non plus nul en natation, mais je veux dire mon record au 400 c'est 4,25. Et d'arriver à sortir avec des gars qui nagent 4-0 quoi. Et maintenant je m'en amuse en fait. Et ce qui me pesait avant où justement je comprenais pas et je doutais toute l'année, maintenant je m'en amuse plus à me dire les gars, profitez d'être devant à l'entraînement parce qu'en compète il y a des chances que ça soit moi qui soit devant. Et on m'a beaucoup chambré aussi là-dessus en mode Tom, tu sais pas nager et tout. Et puis après il m'appelait le magicien au début où j'ai en triathlon parce que justement à l'entraînement j'étais pas trop ça et en compète je faisais des coups de magie. T'as aussi le mode de nage qui est complètement différent. Enfin, tu l'as dit, en eau libre, t'as aussi la partie orientation, qui est quelque chose que t'as pas forcément en piscine. En piscine, tu comptes les carreaux entre guillemets ou tu suis les lignes. En eau libre, faut savoir lever la tête, mais pas trop te désorienter pour pouvoir t'orienter et pouvoir aller là où il faut. Et puis t'as pas de virage en eau libre. En eau libre, c'est un effort continu, alors qu'en piscine, finalement, c'est cassé tous les 25 ou tous les 50 mètres. C'est ça. C'est-à-dire que pour bien nager en piscine, faut optimiser les culbutes, être placé dans l'eau, machin. Et en triathlon, tout ça, ça compte beaucoup moins, quoi. Et en fait, toutes ces petites choses qu'on apprend souvent quand on est jeune, donc à faire, je ne sais plus comment on appelle ça, mais la fusée ou quelque chose comme ça, la propulsion dans l'eau. Moi, j'ai pas fait ça parce que j'ai commencé trop tard et en fait, je pense que c'est des choses qui peuvent servir. J'aimerais bien être plus aquatique, ça m'aiderait encore plus. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui sont pas forcément hyper importantes en triathlon. Et puis voilà, pour moi c'est un autre sport que la natation en bassin. Donc en fait, voilà, on s'entraîne tout le temps en bassin, mais si on est mauvais nageur en bassin, c'est pas grave, quoi. Il faut pas se prendre la tête. Ok, je pense que ça va donner espoir à beaucoup de gens qui nous écoutent, ce que t'es en train de nous raconter là maintenant. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Moi-même. Même si on commence tard ou si on sait pas forcément nager, faut pas hésiter, faut y aller, quoi. Non, mais c'est bien d'avoir une bonne technique. Moi-même, j'aimerais bien avoir une meilleure technique, mais voilà, faut pas se prendre la tête sur les chronos, je pense. Et puis, si jamais on prend pas beaucoup d'eau, c'est pas très grave. Il y a d'autres solutions. On peut tourner les bras, on peut jouer justement avec les autres aussi. Prendre la vague, c'est comme le drafting en vélo, hein. Ça joue au moins autant. Donc, faut jouer aussi avec ça, être malin. Faut réussir à être malin. Bien prendre les bouées. En fait, il y a plein d'autres paramètres autres que la technique de natation à proprement parler qui rentrent en compte et je pense que c'est justement marrant de jouer avec ça et c'est ce que souvent on travaille pas trop à l'entraînement. Nous justement, on essaie de le faire plus avec mon coach, mais on se focalise souvent sur les temps, les chronos en natation, à vouloir absolument gagner 2 secondes au 400, mais en fait, allez nager en eau libre avec des copains, bastonnez-vous dans l'eau et puis apprenez à vous sortir d'une situation délicate et les 2 secondes au 400, elles vont se transformer en 10 secondes à la sortie de l'eau en triathlon, quoi. Donc je pense que il faut pas. Ouais, puis travailler les transitions aussi, parce que si tu mets 25 secondes à virer ton néo là où moi j'en connais qui mettent 3 secondes et demie et c'est pas de l'exagération, vraiment 3 secondes et demie, quoi. Tu sors, t'enlèves le néo, t'es parti, tu perds aussi pas mal de temps ou tu gagnes pas mal de temps. C'est ça et c'est ça qui est bien en triathlon, c'est que c'est pas forcément le plus fort dans chaque sport qui gagne en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est aussi celui qui est réfléchi, qui est malin en compète et même à l'entraînement dans quoi travailler. Et effectivement, tu peux gagner des secondes en transition, quoi. Donc parfois on se focalise énormément sur je veux faire des heures en natation, je veux faire des heures en vélo, je veux faire des heures en course à pied, et on oublie aussi les transitions, on oublie de travailler le placement en vélo, on oublie de travailler le placement en natation. Donc en fait, il n'y a pas que l'aspect physio qui rentre en compte, il y a l'aspect technique, stratégie de course, etc. Qu'il faut pas oublier. Et je pense que beaucoup oublient en fait en se focalisant trop sur les heures en fait et le physio, quoi. Et c'est ça qui est intéressant en triathlon, c'est que il y a plein de possibilités d'entraînement et plein de possibilités de faire en compétition et
même si on n'est pas ouf le jour J, on peut essayer de compenser avec justement plus profiter des autres, plus s'appliquer sur les transitions. En fait, ce que tu fais, c'est un peu du hacking du triathlon, quoi. Non, parce que moi, mon but, c'est de pas devoir d'être le plus fort dans n'importe quelle circonstance. Donc, ne pas devoir profiter des autres en vélo ou quoi que ce soit, essayer d'être acteur. Donc, voilà. Mais c'est vrai que tu peux aussi jouer un petit peu avec ça. Voilà, s'il y a un gars qui nage bien. Non, mais bien sûr, et ça fait partie du sport, c'est normal. Ouais, enfin, tu vois, je veux dire, en fait, bien te ça fait positionner partie dans le peloton et Exactement. économiser ton énergie pour le sprint final. À vélo, c'est normal, ça fait partie du sport, tu vois. Je veux dire, c'est pas de la triche. C'est le principe des sports où on part en mass start, quoi. Donc on est contre les autres en se frottant aux autres. Donc autant en fait l'accepter et au lieu de vouloir nager tout seul dans son coin en compétition parce qu'on n'arrive pas à se battre, autant justement rentrer dans le jeu et puis voilà, s'adapter en fait. En fait, c'est de l'adaptation et faire avec les autres et voilà, jouer avec les autres, quoi. Mais et utiliser les autres pour soi-même en fait. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est être malin, quoi. C'est être malin et je pense que moi, c'est un peu comme ça que j'arrive à fonctionner, en fait. Puisque sport par sport, je vais pas être forcément dans les meilleurs, mais après, en additionnant les trois, plus cet aspect-là, ça me permet un peu de sortir mon épingle du jeu, quoi. Ok. Bon, enfin, moi, je me vois comme ça, en tout cas, pas le roi de chaque sport, mais en fait bon en triathlon de par cet enchaînement et par cette stratégie, quoi. Écoute, tu vas nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne un peu comment est-ce qu'on peut faire pour nous aussi être malins en course. Tu disais tout à l'heure que en natation t'avais l'impression d'avoir cette capacité de prendre une vue drone, de voir la course et de te placer stratégiquement. Tu fais comment? Parce que moi, quand je suis sur un mass start, j'ai pas trop l'impression d'avoir une vue drone, quoi. J'ai plus l'impression que c'est la guerre et j'essaie de survivre, quoi. Alors première chose déjà, je prends toujours des lunettes qui sont quasi neuves pour bien voir, parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup et même moi ça m'arrive aussi d'avoir des lunettes pleines de buée ou crades qu'on utilise souvent. Ouais. Et en fait, quand je mets des lunettes comme ça, je comprends rien à la course, je suis perdu. Et j'essaie d'avoir un bon champ de vision en fait. Et ça déjà ça m'aide. Et puis ensuite, en fait je sais pas, parce que moi j'ai toujours réussi à faire ça depuis que j'ai commencé, donc je saurais pas dire comment ça se fait que j'arrive à avoir cette vision, mais c'est quelque chose où j'ai toujours réussi à en fait comprendre où j'étais dans l'eau en triathlon en tout cas. Et je pense que c'est réussir à garder une certaine lucidité et en fait comprendre où on se trouve dans l'eau, donc voir où est la bouée, essayer d'analyser un peu où est le reste du peloton, plutôt que nager dans sa bulle et juste vouloir tourner les bras le plus vite ou aller le plus vite possible. En fait, c'est prendre conscience de l'environnement qui nous entoure, donc en fait, des gens qui sont autour, limite t'arrives à reconnaître qui nage à côté de toi, donc si tu connais pas trop les gars, tu peux regarder les numéros un peu à l'avance en te disant bon, lui je sais qu'il nage bien, j'apprends son numéro, quoi que ce soit, et puis en fait ça te permet d'avoir des repères comme ça dans l'eau. Et puis si t'es à côté d'un mec qui nage bien, tu te dis en fait lui il faut pas que je le lâche, quoi. J'essaie de bien le garder. Si tu vois un gars, moi je commence à connaître les gars contre qui je cours, parce que ça soit un Grand Prix au niveau international, les têtes quand même elles reviennent souvent, donc j'arrive à reconnaître. Et si t'es à côté d'un mauvais nageur, là voilà, peut-être tu vas dire là je vais essayer de m'écarter et surtout j'hésite pas à changer de place au sein de la masse en natation, c'est-à-dire que si je suis à côté d'un gars qui me gêne, enfin où on se gêne mutuellement, je vais surtout pas hésiter à perdre une seconde, aller complètement de l'autre côté et être tranquille, quoi. Au lieu d'insister, de me dire vas-y c'est moi le plus fort, je vais le taper, je vais le gêner plus qu'il me gêne et je vais le dégager. En fait c'est moi qui prends qui prend l'initiative de m'en aller en fait et de me dire voilà, on peut pas nager à côté, clairement nos bras s'en mêlent. Voilà, je vais faire en sorte d'être peinard, quoi. Et donc en ayant cette vision de course, en fait, essayer d'être d'enlever tous les trucs qui peuvent en fait te gêner et te faire ralentir, quoi. C'est marrant parce que je retrouve beaucoup de similitudes avec la façon dont j'abordais aussi la partie natation. Alors moi aussi j'ai commencé le triathlon à 16 ans, c'est marrant. J'étais pas à Poissy, j'étais à Armand.
À l'époque, c'était un bon club aussi. Mais bon, toi, tu as eu la chance, entre guillemets, de commencer à Poissy, l'un des meilleurs clubs de France. Mais c'est vrai que sur la partie natation, j'ai aussi un petit peu cette vision où tu essaies d'avoir une lecture de course et puis tu essaies pas forcément d'aller déranger les autres, mais d'être avec les bons pieds, la bonne vague, de bien drafter avec la bonne personne qui va bien. Et au final, tu sors pas trop mal. Alors moi aussi, je suis pas un très bon nageur, mais comme toi, je suis souvent meilleur et j'ai des meilleures sensations en eau libre que en piscine. Alors est-ce que ça vient du fait qu'on ait commencé tard? Est-ce que ça vient du fait, enfin tard entre guillemets? Est-ce que je sais pas. Moi je vois un petit peu ça comme un avantage de commencer tard, justement, de pas avoir une âge de nageur. Alors c'est vrai que moi dans mon groupe il y a des très beaux nageurs et ils sont un peu plus jeunes donc ils ont moins d'expérience, mais quand on fait des entraînements en eau libre, en fait tu leur donnes, enfin tu nages un peu sur eux et terminé les gars, ciao quoi. Et donc en fait c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est nager contre les autres quoi. Enfin avec les autres. Attends, contre ou au-dessus des autres? Pas contre parce que après on va me dire que je tape les autres, mais non mais avec les autres en fait et proche des autres en fait. C'est-à-dire qu'à un moment on part à 100 gars en Grand Prix, la bouée elle est à 150 mètres, tout le monde a quasiment le même niveau, on veut tous passer, on passe d'un départ de 100 mètres de large à une bouée où on passe tous dans 10 mètres, forcément. Faut pas se mentir, ça donne des coups parce qu'en fait, quand tu nages, forcément, tu vas être sur les autres. Donc, faut réussir à faire avec ça, quoi. Et puis, c'est le principe d'une mass start en natation. Donc, faut faire avec, quoi. Faut bien battre des jambes, quoi. Faut battre des jambes, mais tout en étant respectueux des autres. C'est-à-dire que si tu vas pas le gars faire exprès de prendre sa tête, de la mettre sous l'eau. Donc, hors de question, ça, c'est pas fair play. Donc, ça, hors des questions de le faire. Mais c'est des choses qui arrivent. Oui, c'est des choses qui arrivent consciemment ou inconsciemment. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire couler. Ma dernière course justement au Bermude, la WTS, je me suis fait couler parce qu'un gars a dû mettre sa tête son bras sur ma tête. Il a sûrement pas fait exprès. Et puis avec son appui, il m'a enfoncé la tête sous l'eau. Et là, il y a tout le peloton qui est passé sur moi. J'ai eu la peur de ma vie et en fait, je suis resté sous l'eau. Je me suis dit non mais là. Je vais pas pouvoir, j'ai essayé de remonter, je pouvais pas respirer et j'ai vraiment la peur de ma vie. Donc, j'ai cru que j'allais me noyer, en fait. Je me suis dit, là, tu vas devoir respirer sous l'eau. C'est pas possible parce que on avait fait 200 mètres, donc on était parti à fond. Donc, t'as le cœur dans la bouche. Et puis là, on te prive d'oxygène pendant, ça m'a paru 30 secondes, mais ça devait être l'équivalent de 5-10 secondes. Et là, c'est la première fois que j'ai eu cette sensation-là et justement, j'appréhende un peu la prochaine course en me demandant si je vais pas avoir cette appréhension en moi et j'espère pas. Et parce que ça fait tout drôle en fait quand t'es sous l'eau. Après j'ai réussi à ressortir la tête de l'eau une petite seconde et hop, il y a des gars qui sont venus sur moi et c'était franchement une situation pas drôle mais qui peut arriver parce que forcément on est tous à vouloir passer au même endroit donc y a pas de cadeau. Est-ce que c'est des choses que vous travaillez ça justement en piscine, alors avec ton club? Moi je sais que à mon niveau amateur, c'est ce que mon entraîneur nous faisait faire. On était 10 dans une ligne, on avait toute la piscine, mais à un moment il nous disait allez tout le monde dans la même ligne et puis on simule une mass start. Est-ce que c'est des choses que vous travaillez consciemment, alors consciemment, inconsciemment, je veux dire dans le cadre des entraînements club où tu prends 3-4 potes et puis tu leur dis viens on va s'amuser, même si tu sais pas nager c'est pas grave, justement c'est encore mieux, tu vas faire comme si tu voulais me noyer. Ouais, en fait moi je m'entraîne plus en club là maintenant depuis que je suis à Grenoble. En fait je m'entraîne dans une structure privée donc avec 10 autres triathlètes et on rémunère tous le même coach donc qui a à temps plein pour nous. Mais on dépend pas, chacun a des clubs différents. Donc moi je suis au club de Poissy, il y en a qui sont au club de Saint-Jean-de-Mont, il y en a qui sont au club de Grès. Et voilà, on s'est tous retrouvés en fait pour former un groupe d'entraînement. Et justement notre entraîneur, c'est Julien Pousson, il est très axé sur les petites choses qui sont en fait en plus du physio. Donc tout ce que je disais tout à l'heure, la technique, les à côté en fait. Et justement le fait il nous fait travailler en groupe. Parfois, on se met tous dans la même ligne. Il appelle ça des nages en drafting. Et je sais pas, on fait un 400. Donc, parfois, le but, c'est juste de bien prendre les pieds ou prendre la vague dans la hanche sans se gêner. Et parfois, c'est un petit peu plus libre où, on a le droit de faire sa place, quoi. Donc, de vouloir passer devant, toujours dans le respect. On va pas se taper, on va pas fermer les poings pour nager ou quoi que ce soit. Parce qu'en course, bien sûr qu'on le fait pas. D'ailleurs, maintenant, il y a des caméras en course pour vérifier s'il n'y a pas des abus de ce côté-là. Donc, c'est maîtrisé. Et donc on travaille un peu ça, d'apprendre à nager en groupe, en fait. Mm-hmm. Et puis après, l'été, quand il fait un peu plus chaud, on va dans les lacs aux alentours de Grenoble. Et pareil, on fait du travail comme ça. Donc lui, il est en paddle et on le suit. Ou alors, il met des bouées, on fait un parcours. Et puis voilà, on en essaie de faire quand même assez régulièrement du travail d'eau libre, en fait.
ou stylo libre quand c'est en piscine. Et quand il est en paddle, il vous met des coups de pagaie? Non. Ouais, c'est un des passages. Si on veut passer vite. Si vous prenez pas bien les ravitaux ou si vous allez pas assez vite. C'est ça. Là, on a quand même pas mal focalisé sur la partie natation, qui, tu l'as dit, c'est une partie assez technique et notamment quand on commence entre guillemets assez tard. Sur la partie vélo et course à pied, j'imagine que c'est pareil. Tu as eu une courbe de progression qui devait être importante. Est-ce que tu as eu le même le même état d'esprit qu'en natation? Est-ce que tu y as été vierge vraiment de toute expérience, ou est-ce que là justement tu étais un petit peu plus en terre connue? Un peu plus interconnu en vélo, oui, parce que je faisais j'avais un VTT, donc je faisais un peu de VTT, donc bon. Et après vélo de route, par contre, non, je connaissais pas, j'ai découvert. Et puis en plus, j'ai eu la chance à Poissy que le club prête des vélos pour les jeunes, donc ça c'était aussi bien, parce que j'ai eu un vélo correct dès mes débuts. Le dernier cri, mais voilà, c'était le vélo des élites du club en fait qui basculait ensuite aux jeunes. Donc moi je devais avoir un vélo qui avait peut-être une dizaine d'années, mais voilà, ça m'a permis de pouvoir avoir un vélo de route au moins. Et en fait j'ai découvert, mais déjà il y a moins l'aspect technique en vélo, en tout cas pas au début, et je pense que j'avais des bonnes dispositions pour ce qui était cardio, donc je m'en suis assez vite plus sorti, et en fait j'ai pu assez vite m'amuser, d'ailleurs m'entraîner avec ceux de mon âge, parce qu'il y en avait quand même pas mal de mon âge à Poissy, et j'ai vite basculé dans leur groupe en vélo et en course à pied. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'avais déjà fait des footings parce que j'avais fait le cross du collège, et puis en sport à l'école on fait toujours un peu de course à pied, mais de ce qui était vraiment entraînement, c'était de la découverte. Je me rappelle le lundi soir où on allait au stade, et puis on faisait 50 minutes de footing, puis quelques éducatifs avec le club, et je rentrais chez moi à 20h, je dormais, j'étais cuit quoi. Pourtant j'avais fait 50 minutes de footing, donc ça c'était la découverte en fait de l'approche entraînement avec un peu plus d'intensité, de choses comme ça. Mais j'étais moins à la rue au début et je pouvais plus rivaliser. D'ailleurs, la première année, donc j'avais commencé au mois de septembre-octobre, et puis il y avait les championnats de France de duathlon en mars, et j'ai fait 9e. J'étais cadet 1 et j'avais fait 9e pour ma première année, donc moi c'était fantastique quoi. Mais sauf qu'après j'avais des attentes un peu trop élevées en triathlon, et à la fin de la natation je suis sorti à 4 minutes. Donc là j'ai fait 99e. Donc c'est pour dire, j'étais quand même plus fort en vélo, en course à pied qu'en natation à ce moment-là. Mais c'était plus facile effectivement de commencer tard le vélo et la course à pied, parce que finalement tout le monde en a déjà un petit peu fait, et puis j'ai pu rapidement donc aller avec ceux de mon âge. Mais à ce moment-là, ceux de mon âge, ils étaient quand même assez performants. Il y avait des gars qui tournaient bien sur les championnats de France, et puis en natation, en fait après, une fois que j'ai fait 9e au championnat de France de duathlon, là le club s'est dit que en fait j'avais un bon potentiel, et j'ai basculé même en natation avec le groupe des gars plus forts. Donc je nageais plus à la vitesse des moins bons, et de certaines filles qui en faisaient depuis pas très longtemps aussi. On avait un niveau à peu près similaire, donc mais au moins je pouvais nager dans le même groupe et avec ceux de mon âge, parce que je pense que si j'étais resté avec les petits, les plus jeunes tout le temps, ça m'aurait vite lassé. Et là en fait j'ai vite basculé avec ceux de mon âge, et voilà. Et puis ça faisait un bon groupe, parce qu'on était assez nombreux quand même à être au lycée, et puis à avoir 2-3 ans d'écart max, et puis on est devenus des très bons copains. Même en dehors de l'entraînement, on se faisait des trucs ensemble. Donc c'est aussi ce qui a fait que je me suis investi de plus en plus. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un très bon groupe à ce moment-là. Et c'est là, je pense que j'ai eu de la chance, comme tu le disais, de faire partie du club de Poissy Triathlon et de commencer là-bas, parce que j'ai bénéficié déjà d'un bon encadrement qui avait de l'expérience. J'ai bénéficié de bonnes infrastructures et de bons créneaux, et puis de matériel aussi, parce que le club prêtait le vélo, les combis, etc. Et puis d'un groupe de motivés quoi. Donc je pense que tout ça a fait aussi a participé en tout cas à mon évolution. Ce serait pas arrivé si t'avais été dans un autre club? Je sais pas, peut-être pas, parce que justement du fait que mes parents soient pas poussés vers la compétition, c'est peut-être justement le club en fait qui a pris un peu ce relais-là de me pousser vers la compétition. Et si j'avais pas été dans un club qui proposait de la compétition, moi-même ne connaissant pas vraiment la compétition, j'aurais peut-être eu plus de mal en fait, j'aurais pas su ce qu'il fallait faire pour être performant, quoi. Que là, le club avait des entraîneurs qualifiés qui m'entraînaient un petit peu. C'était pas l'entraînement très précis, mais voilà, qui à chaque fois qu'on venait, ils nous faisaient un entraînement de qualité. Donc, en fait, ça nous permettait de progresser. Puis, on se tirait à la bourre avec les copains. Donc, en fait, ça, en fait, je pense que ça a pris le relais de mes non-connaissances sur le sport. C'était pas du haut niveau à l'époque, mais de sport de compétition, quoi. Donc, c'est plus, en fait, ce milieu-là que j'ai découvert qui m'a amené vers les compétitions.
et 9e aux France de duathlon pour ta première compétition. Qu'est-ce qui a fait que tu sois resté justement dans le triathlon et que t'aies pas basculé dans le duathlon, parce qu'il y en a qui se spécialisent plus dans le duathlon? Le club aurait pu te dire on tient une pépite, on va tout mettre all-in sur le duathlon, et puis si tu veux nager un petit peu de temps en temps, on te laissera t'amuser, mais ouais. Bah, c'est Poissy Triathlon, pas Poissy Duathlon. Non, mais eux, voilà, c'est un club quand même tourné vers le haut niveau, et le niveau en triathlon, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont une équipe femme et une équipe homme en D1 triathlon, mais ils proposent pas de Grand Prix de D1, D2 ou D3 en duathlon. Eux, ils nous faisaient faire les duathlons en jeune, mais après, ils sont moins tournés vers le duathlon, en fait. Et du coup, moi, j'ai continué à nager parce que, en fait, c'était du triathlon que je voulais faire, quoi. Ouais, puis il y a quand même une distinction aussi, c'est que du haut niveau, enfin, tu peux plus facilement percer dans le triathlon. Enfin, dans le sens où tu peux peut-être plus facilement vivre, en tout cas, du triathlon que du duathlon. Bah, je pense, oui, vu que c'est un sport olympique, en fait, et c'est un sport qui bénéficie, je pense, de plus de subventions que le duathlon. Et je pense qu'il y a plus de moyens, ouais, effectivement, dans le triathlon, quoi. Après, à ce moment-là, je pensais pas du tout en faire mon métier, donc c'était pas du tout la réflexion que j'avais. Mais en fait, je me rappelle plus, et je m'étais posé si, je me rappelle, j'avais déjà dû dire avec des copains, oh là là, le triathlon, je pourrais faire 10 duathlons et tout. Mais en fait, je pense que le fonctionnement général du club faisait que on se posait pas trop la question, parce qu'en fait, mon but, c'était sûrement en fait, non, mais c'est même sûr. Mon but, c'était de faire partie de l'équipe de D1 triathlon, tu vois, parce que moi, je voyais les gars lors des stages. Je me rappelle, il y avait Tony Moulet, il y avait Greg Rowe, qui était ensuite devenu mon entraîneur. Mais voilà, il y avait des gars, je me rappelle, Emric Petel, c'était un garçon qui avait 1 an de plus que moi, donc qui était au pôle, lui, de Bouloris, mais rattaché au club de Poissy Triathlon. Et pour moi, c'était un peu des gars, j'avais envie de devenir comme eux. En fait, ils avaient du beau matos, ils étaient un peu reconnus dans leur sport, ils faisaient des super courses. Et moi, c'était ça, en fait, que j'avais envie de devenir, quoi. Donc je pense que c'est pour ça les duathlons. Non, j'avais moins de repères en duathlon, en fait. Bah donc t'avais quand même tes références, elles étaient pas forcément familiales, mais t'avais quand même des modèles à suivre, quoi. Ouais, en fait, ça, c'est, je pense, aussi la chance d'être à Poissy. C'est-à-dire que quand on faisait des stages, avant, on allait à Antibes souvent. Et ils faisaient venir les élites. Donc ouais, je disais, il y avait Tony Moulet, et puis lors de certains regroupements, enfin de certaines soirées du club, il y avait aussi Jessica Harrison, Carole Péon. Et puis en fait, tu vois, même si qu'ils fassent les Jeux Olympiques, j'avais du mal à trop interpréter ce que c'était, mais forcément ça te fait rêver, parce que tu les vois avec des super vélos, toute la tenue Adidas. Enfin, donc en fait, tu te rends compte que ça a l'air bien ce qu'ils font. Mais moi, à ce moment-là, j'avais aucune idée que je pouvais en faire mon métier. En fait, je pense que je m'étais même pas posé la question de savoir si je voulais en faire mon métier. Parce que du coup, toi, t'as fait tes études. T'as d'abord fait des études supérieures, ouais, avant de commencer à te donner, ouais, à temps plein, c'est ça, pour le tri? En fait, ouais, c'est ça. J'étais au lycée, j'ai eu mon bac au lycée, donc un cursus normal, j'avais pas d'aménagement. Et quand même, au bout de ces trois années, je commençais quand même à comprendre un peu plus ce qu'était le triathlon et à comprendre aussi le fonctionnement du niveau, et puis à me dire, en fait, voilà, j'aimerais bien courir au plus haut niveau, être en équipe de France junior, etc. Et donc après mon bac, j'ai quand même sans penser à toute une carrière, mais je me suis quand même dit, j'aimerais bien faire des études qui me laissent le temps de m'entraîner, parce que c'est ce que j'aimais faire, quoi. J'adorais cette vie-là, aller avec mes copains, m'entraîner, tout ça. Et donc j'ai fait j'ai d'abord fait une année de LEA, langue étrangère appliquée. Je pense que j'ai choisi ça, je venais d'un bac S, donc je pense que j'ai choisi ça parce que en fait j'avais regardé les cursus, il y avait pas trop d'heures de cours, et je pense que j'avais choisi ça pour pouvoir m'entraîner. Et après, au bout d'une année, ça m'a pas trop plu, et je suis allé en STAPS. Et je voulais pas faire comme tout le monde et pas aller en STAPS, en fait, au début. Et puis finalement, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde, je vais aller en STAPS. Et donc j'ai fait ma licence en 3 ans, j'avais pas d'horaire aménagé, donc je m'arrangeais pour m'entraîner. Je pouvais zapper quelques cours, et puis j'arrivais à m'entraîner le matin et le soir. Et en fait, c'est une fois que j'ai eu ma licence où là, je me suis dit, je commençais à avoir un bon niveau. J'étais pas en équipe de France et je pouvais pas courir les championnats parce que j'étais pas assez fort. Mais c'est ce vers quoi je voulais aller. Donc voilà, je me suis dit, écoute, là t'as un bon niveau. Le club commençait aussi à me soutenir un petit peu financièrement. Ça a joué, parce que j'avais pas besoin de demander d'argent à mes parents, en fait, pour faire du triathlon. Donc c'est ce qui m'a fait prendre aussi la décision d'arrêter mes études pour me mettre à 100% dans le triathlon.
Et j'ai eu du mal au début à l'accepter en fait parce que j'avais l'impression d'être un peu un imposteur, donc de profiter un peu de faire du triathlon mais de pas aller en cours. Donc la journée, je culpabilisais un peu de rien faire quoi. Et je me rappelle que ça n'a pas été évident les 2 premières années parce que je me demandais un peu ouais mais est-ce que en fait c'est bien ce que tu fais ou est-ce que tu le fais parce que t'es flemmard, t'as pas envie d'aller en cours. Et j'ai mis du temps à en fait à assumer mon choix. Mais au final, ça m'a permis de progresser. Et l'année où j'ai arrêté mes études, j'ai fait ma première sélection en équipe de France. Du coup, j'ai fait les championnats d'Europe élite et les championnats du monde U23, donc moins de 23 ans, où j'ai terminé 5e. Donc ça m'a quand même conforté dans mon choix et fait dire que c'était la bonne décision. Mais ouais, c'était pas évident au début, cette sensation en fait, de faire que du triathlon, quoi. C'était nouveau et puis ouais, ça fait bizarre, quoi, quand tes copains ils vont à l'école et toi tu fais que ça, tu te demandes si c'est normal, quoi. Et aujourd'hui, du coup, si tu reviens un peu en arrière, tu sais que c'est quoi, c'est 10 ans plus tard ou pas loin, enfin, presque. Ouais, presque, ouais. Si je referais la même chose? Ouais, enfin, je veux dire, aujourd'hui, t'en es où? T'as pas de regrets? Tu vis ton rêve à fond? Non, j'ai pas de regrets. J'aurais peut-être aimé commencer la natation un poil plus tôt, quand même, malgré tout, histoire Moi aussi. de moins devoir cracher. Ouais, je pense que tous ceux qui commencent tard disent ça. Et autrement, non, j'ai pas de regrets. Je j'aurais peut-être fait certaines choses différemment, mais dans l'ensemble. S'il y a des auditeurs qui ont justement 18, 19, 20 ans là maintenant, qui se posent des questions parce ils sont dans le tri à fond, mais en même temps ils se disent il faut aussi faire des études parce qu'on sait jamais. C'est jamais des choix faciles évidemment. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi je dirais de pas arrêter les études par la facilité, en fait, de pas se dire, de pas se mentir, de pas se dire je fais du triathlon comme ça, je fais pas d'études. Moi je suis quand même content d'avoir fait une licence et de m'être bougé le cul quand même pour la passer en 3 ans et continuer en continuant le triathlon à côté. Et en fait moi j'ai attendu d'avoir une certaine crédibilité en fait pour arrêter mes études, c'est-à-dire que je pense que j'aurais eu du mal à arrêter si j'étais pas si j'avais pas un petit peu de rentrée d'argent, quoi. Et si jamais je devais demander à mes parents de m'acheter un vélo, de m'inscrire sur telle compète, je pense que j'aurais eu du mal parce que j'aurais eu l'impression en fait de pas mériter d'arrêter mes études et d'avoir mis un peu la charrue avant les bœufs, quoi. Et en fait je pense qu'arrêter les études c'est bien, mais c'est pas parce qu'on arrête les études qu'on va passer un cap de fou, en fait. Et ou c'est pareil, c'est pas parce qu'on arrête de travailler que d'un coup on va progresser énormément, parce qu'on perd aussi un équilibre et il faut aussi l'assumer, ce choix-là, et être convaincu que c'est le bon choix, quoi. Et c'est pas parce qu'on peut faire une sieste que en fait on sera beaucoup meilleur, qu'on sera bien meilleur sur les compétitions. Donc faut aussi s'attendre à ce que ça prenne un peu de temps et voilà. Donc je pense qu'il faut pas forcément le faire tout de suite, quoi, d'arrêter ses études. Enfin, c'est compliqué parce que voilà, après si ça se passe pas bien, c'est compliqué aussi après, quoi. Moi, j'ai eu de la chance que ça a mis du temps avant de vraiment bien se passer, mais j'avais quand même des résultats intéressants et donc voilà. Mais bon, parfois c'est pas forcément ça et c'est pas évident, quoi. Après ça peut aussi valoir le coup d'essayer. C'est aussi une belle expérience de faire que du triathlon. Mais par contre, quand on arrête ses études, faut l'assumer, il faut se mettre à 100%. C'est-à-dire que si on arrête ses études, c'est pas pour se dire cool, je m'entraîne, mais comme ça aussi le samedi soir je peux sortir et puis après j'ai toute la semaine pour récupérer. C'est-à-dire que si on arrête, c'est pour être à fond dedans, quoi, pas faire à moitié. Ça c'est aussi la chose. Moi, c'est aussi ce que je me suis dit quand j'ai arrêté mes études. C'est-à-dire que si j'arrête, c'est pour le faire à fond, quoi. C'est pas pour profiter de la vie. En fait, c'est ça. C'est pas, on n'arrête pas ses études pour profiter de la vie. On arrête ses études pour être professionnel dans le triathlon, quoi. Ouais, est-ce que être professionnel dans le triathlon, c'est pas justement profiter de la vie? Ça dépend pour qui, parce que moi j'ai des copains, pour eux ma vie elle est nulle parce que je sors pas tous les samedis, parce que je dois me coucher à 22h, parce que je vais rouler dans le froid. Donc ça dépend de ce qu'on veut, en fait. Enfin, il y a des gens qui détesteraient avoir la vie que j'ai. Moi je voudrais pour rien au monde la changer, mais ça dépend du point de vue. Mais voilà, justement, si on n'est pas prêt à aller rouler même quand il fait froid, si on n'est pas prêt à parfois malheureusement on n'a pas de meilleur créneau à aller nager à 7h, donc à se lever à 6h, mais qu'on arrête ses études quand même, en fait pourquoi tu le fais, quoi? Si tu le fais, c'est pour essayer à fond, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, tu reprends tes études plus tard, mais au moins t'as essayé de te mettre à fond. Parce que si t'arrêtes tes études pour histoire de, en fait, et tu dis que tu fais des triathlons histoire d'arrêter tes études pour trouver une excuse pour arrêter tes études, là c'est que tu prends le problème à l'envers.
Ouais, mais qu'on parle des études ou du boulot, Non, enfin, le triathlon, ça doit pas être une excuse. Enfin, le sport ou une passion de manière générale, si tu mets d'autres choses en pause, c'est effectivement pour t'y consacrer et pas pour l'autre balancer et aller en profiter pour faire la fête ou passer du temps avec les potes. Enfin, sans forcément aller dans les extrêmes, mais juste, voilà, perdre son temps, entre guillemets. Ouais, bah moi je dis les études parce que bon, j'ai pas été concerné par arrêter le boulot, mais ça me parle plus des études. Mais oui, après ça veut pas dire devenir un psychopathe, ne jamais avoir le droit d'aller manger au McDo, ne jamais aller faire une soirée et rentrer dans un piteux état. Je veux dire, tu peux le faire aussi, hein, mais c'est juste que voilà, il y a un temps pour tout, donc faut en tout cas faire un minimum attention, quoi. Ok, et tant qu'on est dans cette optique de choix de carrière, on va dire, toi, tu te vois où, Tom, dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est dans longtemps quand même. Donc j'ai du mal à me projeter si loin. Moi, j'aimerais bien, je pense que dans 10 ans, j'aurais quand même arrêté le triathlon parce que j'aurais 40 ans. Mais j'aimerais bien quand même rester. Ouais, tu sais, il y en a qui deviennent de très très bons triathlons, surtout triathlètes longue distance, passer la barre des 40. Hein. Bon, moi je m'en vais parce que je fais pas partie de votre catégorie. Hein. J'ai passé la barre des 40, donc salut petit jeune. Non, mais j'ai du mal à me projeter si loin. En tout cas, j'aimerais bien rester quand même dans le domaine du sport, si possible du triathlon, parce que quand même ça me plaît. Et je me suis plus projeté en fait à 5-6 ans, et en fait à 40 ans j'aimerais bien pouvoir continuer le triathlon au niveau. Après c'est pas évident et tout le monde peut pas le continuer jusqu'à 40 ans, mais donc là c'est difficile, mais en tout cas si je peux rester dans le monde du sport et du triathlon, ça serait bien, quoi. Ouais, c'est aussi l'avantage d'avoir continué tes études. T'as fait une licence en STAPS, donc t'as quand même des moyens de rebondir après. Ouais, après si je devais reprendre mes études, ça serait pas évident si je devais refaire un master, donc j'espère pouvoir avec les connaissances puis les compétences, enfin les qualités que j'ai pu développer en tant que triathlète, les mettre à profit pour un métier plus tard, quoi. Un peu, en fait, mettre à profit ma carrière sportive, mon expérience, tout ce que ça a pu m'apprendre pour un métier futur. Donc là, comme ça, j'ai pas trop d'idées, mais à voir, quoi. Okay, c'est dur de se projeter loin. J'ai du mal à me projeter. Et si on revient justement à aujourd'hui, c'est quoi tes journées type, ta semaine type pour comprendre un petit peu, voilà, quand tu fais du triathlon à temps plein, ça ressemble à quoi? Alors en gros, j'ai nagé 6 fois, roulé 6 fois, courir 6 ou 7 fois. Donc c'est 7 jours sur 7. Souvent on nage le matin, donc du lundi au samedi. En général on roule en fin de matinée, ou on court en fin de matinée, et après on roule dans l'après-midi. Ça dépend un petit peu si on a des séances, mais globalement je fais les 3 quasiment tous les jours. Et puis aussi j'ai 1 ou 2 muscu par semaine. Et puis après à ça faut rajouter la récup, donc le kiné, les soins, un petit peu les bains froids et tout ça, et puis la récupération aussi, donc bien dormir, les siestes, bien manger. Donc moi je vois ça comme un travail 24/24, même si je m'entraîne pas 24/24, mais faut souvent, en fait, quand tu fais quelque chose, tu essaies de le voir par rapport au triathlon quand même, pour pas que ça pénalise trop le jour d'après, par exemple, dans ton entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement, c'est pas que l'entraînement sur le terrain. C'est-à-dire que je rentre chez moi, une des premières choses que je fais, c'est je vais bien me ravitailler pour récupérer directement de la séance et puis préparer la suivante, en fait. Donc souvent je m'entraîne pas toute la journée, mais ça prend toute la journée, en fait, de s'entraîner, quoi. Ouais, c'est le fameux entraînement invisible. Ouais, l'entraînement invisible, mais c'est quelque chose que je comprenais pas trop avant, et je pense que l'expérience m'a changé un petit peu de ce point de vue-là. C'est-à-dire que avant, je rentrais, quand j'étais plus jeune, je rentrais de l'entraînement et puis voilà, c'était fini. Et maintenant, j'essaye vraiment de récupérer au plus vite, donc en mangeant bien pendant l'entraînement, après l'entraînement, même avant l'entraînement. Et en fait, c'est des petits détails que tu rajoutes au fur et à mesure de tes années, parce que tu peux pas, quand t'es jeune, penser à tout ça. Et puis en fait, même quand on t'en parle, tu peux pas le croire. Tu dis ouais, lui il a besoin de ça, mais moi je m'en fous un peu. Et en fait, quand tu cherches à performer encore plus, t'ajoutes toujours un petit peu des petits détails et que tu comprends par toi-même et que t'as envie de mettre en place. Donc chaque année, je dirais, tu rajoutes quelques petites choses que tu mets en place en plus, quoi. Et en termes de volume, ça donne quoi? En gros, je nage 25 km par semaine. 30 sur les grosses semaines, et voilà, ça peut monter jusqu'à 30. En vélo, on va plus parler en heures, parce que en fait, notamment à Grenoble, il y a beaucoup de dénivelé, donc les kilomètres ça parle moins, mais je fais à peu près 15 heures de vélo par semaine. Bon, globalement, ça fait 400 km, quoi. Et en course à pied, je fais 70-80 par semaine, donc ça monte. L'hiver, c'est aux alentours d'une 30aine d'heures.
Et puis après, en période de compétition, c'est quand même un petit peu moins. Tu descends à 20, 25, 25 pour les grosses semaines en saison, et puis 20 quand t'as 15-20 quand t'as des compétitions. Mais l'hiver, ouais, globalement, tu fais une trentaine d'heures, quoi. Entre 25 et les grosses semaines, ça peut monter à 35. Et tout à l'heure, tu disais que c'est 7 jours sur 7. Tu prends pas de jours de repos? Ça arrive, mais c'est rare en fait. Avec là mon coach, on a plus la vision de l'entraînement. Il doit être en continu en fait, et c'est plus des périodes qu'on va avoir de récupération. C'est-à-dire que souvent on va s'entraîner pendant un long moment, donc plusieurs semaines, je sais pas, 2 mois par exemple, et puis après hop, on va faire une petite récupération, donc on peut avoir 2-3 jours off, histoire en fait que ça permette de se déconnecter et de vraiment, si t'as besoin, tu peux partir un petit peu ou changer d'air, quoi, et en fait ça permet de vraiment se vider la tête et repartir bien, quoi, parce que un jour off, bon, ça arrive, il y a des fois où je sais pas, t'as mal quelque part, c'est pas la fin du monde si t'en as un, mais en général c'est pas prévu genre toutes les semaines un jour off ou toutes les 2 semaines un jour off, hein. Donc c'est assez rare quand même. Après je suis pas dans, si un jour je suis pas bien et qu'il faut vraiment rien que je fasse parce que je suis complètement éclaté ou quoi, ça peut arriver, hein. Je veux dire, rater un entraînement, c'est pas la mort. C'est dur de l'accepter, mais c'est pas la mort. Donc faut aussi bien s'écouter, même si c'est pas forcément il y a un jour où le programme est pas forcément ça, bah faut aussi savoir adapter, quoi. J'imagine que t'as des jours t'as la récup active aussi, probablement des sorties un peu plus cool. Oui, complètement. Il y a beaucoup la majorité en fait des entraînements sont faciles. On a des séances, mais pas du tout à chaque fois, quoi. En fait avec mon coach, on est plus sur une approche de volume et basse intensité plutôt que faire tout le temps de l'allure course. Donc on fait beaucoup de travail au premier seuil ou LT1, donc avant la dérive de lactate, et en fait on va beaucoup travailler à cette allure-là. Donc une allure, je sais pas, pour moi en course à pied ça ferait peut-être du 3,30, tu vois. On fait beaucoup d'allures comme ça, modérées, qui te permettent en fait de te faire la caisse, et on travaille beaucoup sur des choses comme ça. Ouais, c'est super lent, quoi, 3,30. Moi, je viens juste de passer à un seuil à 3,50, tu vois, et je suis déjà quasiment à VMA, et je pense qu'il y a bon nombre de nos auditrices et de nos auditeurs qui disent mais 3,30, mais non. Pour nous, c'est pas très faut remettre les choses dans le contexte. Mais ce que je veux dire, c'est sans parler d'allure, parce qu'en fait, ça dépend du terrain, ça dépend des jours. Il y a des jours, on est même à 4,0. Ce que je veux dire, c'est plus en termes on travaille au cardio, mais en termes de sensation, c'est quelque chose. En fait, on finit l'entraînement, c'est un petit peu dur musculairement parce qu'on a fait 25 bornes, mais on n'est pas du tout fatigué. Enfin, on est fatigué, mais on n'est pas au bout du rouleau. Et en fait, le principe à chaque fois, c'est de pouvoir refaire le lendemain un entraînement, quoi, et de pas dire putain, je suis KO là, yes, demain c'est repos. En fait, c'est toujours ce principe-là de pouvoir en faire plus, donc rajouter un bloc le jour même, ou le lendemain repartir sur une séance, être prêt pour repartir sur une séance le lendemain. Et en fait, c'est la répétition. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant comme approche. Et comme tu dis, c'est hyper relatif, hein, je veux dire. Les seuils, voilà, enfin, en fonction de chacun, il y a aucun jugement évidemment de valeur là-dessus. Il y a des seuils qui peuvent changer du tout au tout d'une personne à l'autre. Donc, oui, c'est clair. Nous on travaille beaucoup au cardio et même aux prises de lactate, et c'est vrai qu'il y a des fois même on est à 4,0 et on a qu'une envie, c'est d'aller plus vite, mais en fait on peut pas. Enfin, notre coach me dit non, là tu travailles aussi bien que si t'allais plus vite, donc reste comme ça. Et parfois c'est frustrant, mais en fait en travaillant un peu moins vite, parfois tu génères moins de fatigue, mais tu travailles autant, donc autant faire ça. Mais ça, mais je pense que c'est très sage, hein, parce que c'est quand même une des erreurs, je pense, première des triathlètes, en tout cas des triathlètes amateurs, qui se connaissent peut-être pas suffisamment, ou même peut-être qui se connaissent, mais qui malgré ça, ils ont quand même envie de se donner, parce que souvent c'est des personnalités aussi, tu vois, c'est souvent des gens assez hyperactifs, assez compétitifs, qui ont envie de se donner, tu vois, et en fait, et parce que ils ont pas envie qu'un jogger les dépasse, tu vois, dans le parc, c'est ça. Quand ils font leur sortie d'intervalle, ou j'en sais rien, et donc du coup ils vont avoir tendance justement à un peu trop se donner. Mais bon, si c'est pour être effectivement KO le lendemain, et du coup sauter ton entraînement, tu vois, qui suit. En fait, c'est ça. Nous, je me rappelle, on a quand je suis arrivé à Grenoble, du coup il y a 4 ans, pendant 2 ans j'ai fait avec un entraîneur, et après on a dû changer d'entraîneur. Donc
on a pris, maintenant on est avec Julien Pousson et qui a une approche différente de notre ancien entraîneur où avant c'était plus, par exemple, il va nous mettre une séance 2 fois 6 fois 30-30 mais à fond. Et puis Julien là, il a une approche, justement beaucoup plus, totalement différente où c'est plus par le volume et les intensités modérées. Et c'est vrai que la première année, il nous faisait faire des seuils par exemple à 4-0. Et on était tous là, tous les gars, putain, mais là on va être nuls, on n'avance pas, on se fait chier, machin. Et en fait, faut l'accepter. On a mis du temps à l'accepter, en fait, de courir plus lentement pour aller plus vite. Et puis la saison, quand est arrivée la saison, moi en tout cas pour ma part, j'ai fait des résultats que j'avais jamais fait. Donc ça crédibilise un peu l'entraînement qu'il a. Mais en fait, faut réussir à l'accepter, de se dire il y a même des gens qui sont moins forts qui vont s'entraîner plus dur, mais en fait, c'est le jour de la course que ça compte. Et une fois que tu arrives à l'accepter, en fait, tu te poses beaucoup moins la question de la vitesse et de finir à fond. En fait, avant, on finissait 2 fois 6 fois 30-30, on était au bout du rouleau, on pouvait plus marcher. Et maintenant, on finit 20 km de seuil en se disant c'est déjà fini, quoi. Donc, en fait, faut accepter de finir l'entraînement pas KO, quoi. Et une fois que tu as accepté ça, tu comprends. Enfin, tu peux beaucoup plus facilement faire l'entraînement proposé et puis voilà, être toujours un peu plus en forme, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant et en même temps tu vois, je pense que il y a un vrai débat. Tu vois, est-ce que ça c'est vraiment la bonne technique? Bon, je sais pas. Tu regardes un Lionel Sanders par exemple, j'ai l'impression que lui quand il sent sa technique d'entraînement, c'est plutôt en fait tu donnes tout le temps. Et puis mais à l'inverse des Norvégiens, eux, ils fonctionnent un peu plus tout en contrôle, quoi. Et nous, c'est un peu ça qu'on essaie de chercher justement, donc en mettant le cardio et en prenant aussi maintenant l'appareil à lactate. Donc Julien parfois il nous suit quand on est en course à pied, il nous suit en vélo avec l'appareil à lactate, ou même en vélo, on le fait même en natation, et du coup pour être beaucoup plus dans le contrôle. Et maintenant on met même le cardio en natation, et en fait c'est pareil, on va beaucoup moins vite qu'avant, quoi. Donc il y a différentes manières, comme tu dis, Lionel Sanders, et puis plus les Norvégiens qui font des trucs un peu plus contrôlés et plus lent, et nous c'est un peu plus sans faire la même chose qu'eux, mais c'est un peu plus dans cette optique là qu'on est, quoi. Mais c'est des manières différentes. Après je pense que ça dépend aussi des personnes. Il y a des athlètes pour qui ça peut très bien marcher telle technique, il y a des athlètes pour qui une autre technique peut très bien marcher, et en fait il faut réussir à trouver celle qui te convient le mieux, donc celle qui te permet de faire les meilleurs résultats, mais aussi celle qui te blesse pas. Par exemple, moi depuis que je fonctionne comme ça, je me blesse plus, alors que je me suis fait 7 fractures de fatigue en 8 ans, quoi. Donc je pense qu'aussi il y a ça qui rentre en jeu. Oui, chaque organisme réagit aussi de manière différente évidemment, et donc c'est à prendre en considération. Mais je me demande quand même, tu vois, à l'avenir, est-ce qu'il y aura une méthode en fait qui sera qui aura été tu vois, testée, approuvée universellement, et ça ce sera la meilleure méthode d'entraînement quoi qu'il arrive, ou est-ce qu'il y aura toujours plusieurs écoles? Et ça après c'est un peu les goûts et les couleurs aussi, je pense, de chacun. Ça se trouve il y a des gens qui accepteraient pas du tout de faire des seuils à 4-0, quoi. Donc si après tu crois pas du tout en cet entraînement là, tu peux pas le faire, en fait, il marchera pas parce que tu seras toujours frustré et ça va te peser. Donc et puis après il y aura peut-être aussi des nouvelles techniques d'entraînement si ça se trouve. Donc en fait oui, mais donc du coup est-ce que c'est non, mais du coup forcément il y a la partie mentale, tu vois. Est-ce que c'est un effet placebo, tu vois, est-ce que je me convainc moi-même que la technique est efficace et donc du coup j'ai l'impression que ça fonctionne, tu vois, mais ou est-ce que effectivement à terme il y aura un truc tu vois, il y aura une méthode, je sais pas, on parle de la méthode norvégienne par exemple, parce que ils ont quand même fait pas mal parler d'eux récemment. En fait c'est ça. Et puis en fait moi je pense que la bonne méthode c'est celle qui te fait progresser, en fait. Et puis c'est celle aussi que t'acceptes et que t'aimes, parce que si tu fais un truc que t'aimes pas tous les jours, c'est dur d'être performant. Et puis si tu fais une méthode mais qui marche 1 an et qu'après tu progresses plus, c'est peut-être qu'il faut la changer aussi. Donc je pense que c'est un peu personnel en fonction de chacun. Donc en tout cas moi je sais que là cette méthode là elle me convient plutôt bien parce que j'ai progressé depuis que je la fais et puis je me blesse plus. Donc c'était un peu moi ma volonté depuis me blesser. Donc là c'est mission réussie. Tiens, et pour rester dans le coaching et l'entraînement, donc toi tu disais on a créé un petit groupe avec un entraîneur. Donc c'est une structure privée, ce qui n'a rien à voir avec vos clubs. C'est quelque chose qui est quand même assez commun pour les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent pas avec les entraînements du club de base, mais ils vont plutôt aller se créer leur petite structure dans leur coin. Dis-nous un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Déjà juste pour rebondir là-dessus, je pense que moi j'ai toujours été au club de Poitiers, donc c'est pour ça que je suis allé à Poitiers. Après certains
ont commencé dans des clubs en fait qui évoluaient pas vers du haut niveau, donc forcément ils ont été amenés à changer de club pour pouvoir avoir des financements, des aides. Donc ils ont dû changer de club. Et je pense que dans les clubs aussi, ce qui est limitant pour des athlètes de haut niveau, c'est que moi en tout cas c'était le cas, beaucoup calé sur pour les jeunes font des études en fait. Donc tu t'entraînes avec des gens où ils ont des horaires d'école, donc tu t'entraînes le matin tôt et le soir tard. Et moi c'est ce qui m'a en tout cas amené à changer aussi, c'est que je voulais plus pas profiter de la journée pour m'entraîner, donc avoir des créneaux en fonction. Et donc c'est ça qui m'a amené à changer. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes qui se créent et que les athlètes de haut niveau restent moins dans les clubs. Et après tu me demandais comment fonctionnait la structure. Ouais, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Vous avez, parce que du coup c'est pas un club en tant que tel, mais vous avez quand même, je sais pas, vous réservez des créneaux à la piscine. Votre coach il est tout le temps avec vous. Vous avez tous les entraînements en même temps. C'est chacun de son côté. Enfin, comment ça se passe? En fait, du coup on a tous des clubs plus ou moins différents. Et ensuite, on est licencié dans un club de de natation, du coup le NCL 38, qui nous permet d'avoir des lignes d'eau en fait tous les jours, juste pour nous. Et c'est Julien du coup qui est au bord du bassin pour nous surveiller, mais c'est des lignes qui nous sont prêtées par le club de natte. Donc ça c'est un arrangement en fait qu'on a avec eux. Et ensuite Julien, nous chaque athlète du groupe le rémunère une partie. Et donc ça lui permet d'avoir un salaire et de pas avoir besoin de travailler à côté et d'être là pour nous donc sur la majorité des séances, donc en natation à chaque fois et puis en vélo lorsqu'il y a une séance un peu intense ou technique, et puis en course à pied pareil. Et donc ça c'est vraiment hyper intéressant d'avoir un coach tout le temps, parce que il a beaucoup d'échanges en fait, de communication. Il peut aussi nous observer, voir s'il y a des fatigues, etc. Et après il fait globalement une trame assez commune. Enfin, il essaye d'avoir une trame commune qu'il adapte après un peu en fonction de chacun et en fonction des groupes. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui est plutôt axé longue distance, donc avec Simon Vien, Mathis Margirier et un nouveau venu dans le groupe, Baptiste Neveu. Et après, plus ceux qui font du court distance, donc qui ont des objectifs communs, un peu Jeux Olympiques. Donc il y a Dorian Coninx, après il y a un Belge, Noah Servet, et Sylvain Friedlands, un Suisse, et même un Écossais, Grant Sheldon, et moi qui avons un peu ce but commun, les Jeux Olympiques. Et puis après un troisième groupe un peu plus développement, donc qui sont plus sur la D1 et Coupe d'Europe. Et en fait d'une trame générale. Après, il affine un petit peu en fonction de ton projet. Mais le principe du groupe est de faire le maximum ensemble, en fait, parce qu'on s'entend tous bien et on estime qu'on se tire tous vers le haut à s'entraîner ensemble. Donc, quand on peut, on fait ensemble. Et après, quand il y a des trucs spécifiques, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai 2 heures de vélo facile. Les gars du long, donc Simon et Mathis, ils sont partis avec Julien faire une grosse journée d'entraînement, donc avec une grosse séance vélo, une grosse séance course à pied. Et aujourd'hui on fait rien ensemble, tu vois, mais ça se trouve demain ils seront en repos et enfin ils auront une journée plus cool, et moi aussi, et là on va réussir à s'entraîner ensemble. Donc c'est comme ça, on jongle un petit peu entre les entraînements ensemble et les entraînements un peu plus par objectif, en fait, par groupe d'objectifs. Et quand tu dis on rémunère le coach, c'est votre argent perso, ou bien c'est les clubs quand même qui interviennent, qui financent ça? Après ça dépend comment chacun a les arrangements de chacun avec son club, mais en fait c'est nous qui le payons, et après la plupart sont rémunérés par leur club ou par des sponsors, mais ça passe par nous directement. En fait, ouais, c'est ça, mais donc c'est un choix, c'est un choix perso que vous avez fait chacun d'entre vous. C'est pas le club qui vous dit non. Écoute, voilà, va t'entraîner là-bas. Nous, on te le finance, quoi. Non, c'est tous ceux qui viennent là, c'est vraiment pour rejoindre le groupe et pour s'entraîner avec Julien Pousson, quoi. Donc depuis que le groupe s'est formé il y a 4 ans, il y en a qui partent, il y en a qui viennent, mais à chaque fois c'est pour venir s'entraîner. C'est un choix vraiment personnel, quoi. Et c'est un groupe, comme tu dis, qui reste dans le temps, avec, c'était quoi, une dizaine d'athlètes. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en gros. Le but c'est d'être plus ou moins 10, et puis après il y a des demandes, il y en a qui partent, soit ils arrêtent, soit ils veulent changer, et il y a un petit peu de turnover, mais en tout cas le noyau du groupe est là depuis déjà 4 ans, quoi. Moi je suis là, ça fait 4 ans, Dorian est là depuis toujours, parce que le groupe à la base a été créé, lancé un petit peu par Dorian et l'ancien coach, et puis il y avait Léo aussi. Et à un moment, il y a eu Jonas Schoenberg aussi, un Allemand, donc c'est un petit peu tourné, mais depuis 4 ans, il y en a qui sont restés, donc il y a Dorian, moi, Sylvain, Noah, il y a quand même un noyau qui est là depuis un moment, et le groupe, perdure bien, quoi. Donc ça, c'est cool.
En fait, c'est cool parce que ça fait une émulation toute la journée et puis on s'entend tous hyper bien, on se fait des bouffes le soir souvent et tout ça et en fait, ça permet d'aller à l'entraînement en étant content quoi. En allant voir ses potes, on sait qu'on va rigoler, etc. Donc ça c'est cool parce que parfois on n'a pas trop envie mais voilà on essaye tous de se tirer vers le haut quoi. Vous avez chacun votre chez vous ou bien vous êtes tous en coloc et vous êtes vraiment 24 heures sur 24 ensemble? Moi je suis en coloc avec Sylvain. Il y en a d'autres qui sont en coloc ensemble. On habite tous à côté. Après en fait c'était un peu le entre guillemets le principe du groupe à la base, c'était qu'on habitait tous à côté parce que ça permettait d'être comme tous H24 ensemble quoi. On avait chacun notre chez soi, certains en coloc, mais ça permettait que même pour un footing de 30 minutes, on se rejoigne. Après maintenant, on commence tous à être un peu plus âgés, on commence tous à avoir une vie un peu perso, des copines, etc. Et là, on se disperse tous un petit peu, mais en restant dans un périmètre de 5-10 km. Donc c'est plus que on prend tous un petit peu notre envol avec nos copines respectives ou avec des envies différentes. Donc on sera peut-être un peu moins à tout faire H24 ensemble, mais en tout cas le principe et l'objectif du groupe de faire la majorité des entraînements ensemble reste et la bonne ambiance reste et c'est super quoi parce que c'est ce qui fait que ça marche bien et c'est ce qui fait que tu as envie d'aller à l'entraînement tous les jours. C'est marrant parce que en même temps, c'est des gars que tu vas retrouver sur les lignes de départ et qui seront tes concurrents où tu vas tu vas vouloir tout donner pour les battre quoi. Ouais, carrément. Après, il faut réussir à se dire à l'entraînement, faut s'enlever cette concurrence à l'entraînement et faut se dire qu'en fait, ils sont là pour t'apporter et pas pour te prendre quelque chose. Et à partir du moment où tu te dis ça dans ta tête, eh ben ça te dérange pas que le gars à l'entraînement il soit devant toi, même si en compétition t'espères être devant lui. Et ben voilà, ce jour-là, t'as été un peu moins bien, mais tu t'es accroché et grâce à lui, t'as été jusqu'à ton max du jour, tu vois. Et si t'arrives à te dire ça, en fait, t'acceptes de t'entraîner avec tes concurrents. Et après, le jour de la course, voilà, c'est chacun pour soi. C'est plus tes copains le jour de la course? C'est pas mes ennemis le jour de la course, je vais pas essayer. Si je peux faire une échappée avec eux, je serais très content. Mais après, sur la ligne d'arrivée, si je peux arriver devant, je serais très content aussi. Bien sûr, évidemment. Mais ouais, la petite tape sur les fesses, juste pour dire salut, je suis là. Maintenant, c'est moi qui suis devant, viens me chercher. Ça marche aussi. Ouais, ça peut arriver. Mais comme on s'entend tous bien. Je prenais l'image de la petite tape sur les fesses. Comme on s'entend tous bien et qu'on a du respect les uns envers les autres, en vrai, il y a pas de problème et on accepte très bien que de se faire battre. Donc, mais si tu reste comme ça, c'est bien. Si tu pousses le truc un petit peu dans ses retranchements, tu te dis un de tes meilleurs potes, parce que tu passes 24 heures sur 24 avec, tu t'entraînes tout le temps depuis des années, vous vous entraînez ensemble. Et tu sais que vous êtes les deux favoris pour la course du lendemain. Je sais pas, il se blesse par exemple. Toi d'un côté tu te dis merde c'est con pour lui et en même temps tu te dis en fait j'ai peut-être plus de chances de gagner. Ouais, non parce que moi je me dirais non j'ai pas envie de gagner sur le forfait d'un autre. Je vais gagner parce que je suis le plus fort donc je vais pas réfléchir comme ça. Non après ça fait toujours chier quand ton pote il se blesse mais non, il faut réussir à faire la part des choses en fait. Faut séparer un petit peu la course de l'entraînement quoi. C'est-à-dire que on peut être potes même juste avant le départ. Hein. On va faire la reco ensemble sur le peloton de départ. On va se checker, se dire bonne course. Mais après voilà, quand t'es dans la course, tu peux pas en vouloir à l'autre si jamais il te double ou si jamais je sais pas, il te met un petit coup dans l'eau sans faire exprès. Voilà. S'il te coule. S'il te coule exprès, ouais là ça va peut-être pas être la même chose. Mais s'il te coule ne sachant pas que c'est toi et je veux dire qu'il fait pas exprès. Voilà, c'est la course, quoi. Tu peux pas lui en vouloir parce que, toi, ça se trouve, t'aurais fait la même chose, en fait. Vu que tu sais pas que c'est lui. Mais quand t'es en course, est-ce que ça t'arrive jamais tu vois, je sais pas, t'es côte à côte avec un autre gars, sur la course à pied. Il y a pas des moments où le mec, tu le haïs un petit peu? Tu le haïs d'aller si vite, ouais. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais vraiment. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, j'ai l'impression, parfois, je rentre dans enfin, tu vois, c'est con, mais t'as tes points de repère en course. Et tu te dis, enfin, le mec, tu le vois, mais tu le vois comme un concurrent. Tu te dis, mais il faut que je le dépasse, quoi. Ou tu vois, enfin, tu vois, ça devient un truc, c'est un peu c'est primaire, hein, mais t'as un espèce d'instinct comme ça, de compétition, et tu te dis, ce gars-là, c'est mon ennemi, il faut l'abattre, quoi, tu vois. Ça t'arrive de ressentir ça aussi? Ouais, si, de toute façon, il faut, je pense, être comme ça, vouloir absolument battre le gars, pour aller le plus loin possible, hein, mais après que ça soit ton pote ou pas, moi je pense que je réfléchis peut-être pas de la même manière dans le sens où
je vais peut-être être un peu sympa avec lui en course, tu vois. Si jamais il arrive pas à prendre son relais, je vais peut-être lui donner un petit coup de pouce, tu vois, que j'aurais pas forcément fait avec un autre gars, parce que c'est un gars avec qui je m'entraîne et que j'aime bien, tu vois. Mais après, je veux dire, si je dois le battre, c'est pas parce que c'est mon pote que je vais le laisser, quoi. Non, 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 mais bien entendu, mais oui, mais c'est. Et au contraire, des fois, est-ce que c'est pas grisant justement quand tu sais que vous êtes plus ou moins tous du même niveau, mais il y a peut-être 5-10 secondes de différence sur un 5000 ou sur un 10 000, et puis tu le vois devant toi et tu te dis, et tu vois qu'il est dans le dur, donc en bon esprit, avec tout le respect que vous devez mutuellement, tu te dis pas, ah, là il est pas bien, et ça te remet un petit coup d'adrénaline, un petit shot, et tu dis, là c'est le moment, c'est mon jour. Bah ouais, et puis en plus, comme ça, tu dis, si je le bats, je vais pouvoir le chambrer toute la semaine à l'entraînement. Et puis tu l'as battu à la loyale. Exactement, en plus. Donc tu vas pouvoir lui demander de mettre les lignes d'eau la semaine d'après. Écoute, hyper intéressant tout ça. Ça nous permet de rentrer un petit peu dans les coulisses, tu vois, des groupes d'entraînement. Il y en a pas mal, je pense, que ce soit en Ouais, ça se fait Espagne ou beaucoup. Portugal, du côté de Montpellier aussi, il y en a quelques-uns. Ah, ça se fait beaucoup, ouais, je pense, parce que on s'est tous rendu compte qu'en fait s'entraîner tout seul en triathlon c'était difficile, parce que on passe quand même un nombre Enfin, c'est d'heures chiant, quoi. dehors. Ouais, bah ouais, c'est chiant. Et puis en plus, quand c'est facile, c'est chiant parce que t'es un peu lassé d'aller rouler tout seul dehors. Et puis quand il y a des séances, quand t'es un peu fatigué, c'est dur de se faire la peau quand t'es tout seul. Donc je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça. Et je pense qu'en triathlon, il y a quand même du respect de tous les concurrents les uns envers les autres, et c'est ce qui permet parce qu'il y a une très bonne ambiance sur les courses. C'est très rare qu'il y ait vraiment en dehors de la course, c'est bonne ambiance, quoi. Tout le monde quasiment se connaît parce que c'est un petit milieu et il y a très bonne ambiance. Donc je pense que c'est ce qui se permet aussi de s'entraîner les uns avec les autres. Après, tu vas pas forcément dans un groupe si t'apprécies pas plus que ça quelqu'un, mais en tout cas, je pense que tu peux trouver ce qui te convient parmi tous les groupes qui existent, ou créer un groupe si t'as besoin. Mais je pense que c'est vraiment un plus en triathlon, en tout cas, de fonctionner comme ça, si t'es capable aussi de gérer la confrontation à l'entraînement, parce que c'est pas toujours évident, parce que au sein d'un groupe, il y a toujours des gars qui sont plus forts, des gars qui sont moins forts, mais quand tu fais partie des gars les plus forts et que tu te fais taper par des gars qui sont moins forts en compétition, clairement, qui font des moins bons résultats, c'est pas évident, tu vois. Mais il faut aussi l'accepter et se dire, c'est comme ça, le gars il m'aide et grâce à lui, je serai plus fort, quoi. Et il faut être capable aussi de fonctionner comme ça et d'accepter parfois d'avoir une certaine humilité, en fait. Mais bon, je pense que ça marche pour beaucoup de monde et c'est très bien. Ouais, puis il y a souvent des histoires. Ça permet, en plus, pour ajouter juste, ça permet aussi d'avoir un coach à plein temps, parce que tout seul, moi, je pourrais pas le payer. Donc ça permet aussi d'avoir un entraînement de qualité grâce, en fait, au fait que tout le monde s'y met, quoi. Oui, parce que c'est un coach terrain, quoi, qui est là à côté de toi, au bord de la piscine. C'est ça, c'est-à-dire que lui, parce que parfois quand tu fais ton retour à un coach qui est à distance, c'est difficile de lui expliquer comment que t'es fatigué, ou même pour qu'il te donne des conseils techniques. Donc là, c'est bien de l'avoir tout le temps, parce qu'en fait, lui, il a aussi sa vision, tu vois, tu peux échanger. Et ça moi, j'ai vu la différence depuis que je m'entraîne avec un coach qui est tout le temps là. C'est vraiment un gros plus de l'avoir tout le temps avec nous. T'es beaucoup plus serein, quoi. Et puis lui, je pense que c'est plus facile aussi pour proposer un entraînement de qualité, de te voir régulièrement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est possible uniquement quand tu t'entraînes en groupe, quoi, pour pouvoir mutualiser les moyens, et c'est quelque chose de super. Et peut-être juste pour clôturer sur l'histoire du groupe d'entraînement, justement, c'est un hasard que vous soyez que des gars et qu'il n'y ait pas de filles, ou c'est une volonté affichée? Non, c'est pas une volonté. Je sais que Julien aurait bien aimé aussi entraîner des filles, mais je pense qu'en fait, à la base, on était par le simple hasard, on était des garçons. Et puis en fait, du fait qu'il n'y ait pas de filles, c'est compliqué pour une fille de venir, parce qu'elle va un peu se retrouver la seule fille au milieu de gars, ne serait-ce que pour l'ambiance. Mais ça encore, je pense que c'est pas un problème. Mais c'est plus lors des séances. En fait, elle va moins bénéficier lors de séances intenses d'émulation de groupe, parce qu'en fait, forcément, physiologiquement, les filles vont un petit peu moins vite que les garçons. Donc en tout cas pour des filles de haut niveau par rapport aux garçons de haut niveau. Donc ça a moins d'intérêt, en fait, pour une fille de se retrouver un peu toute seule. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait 2-3 filles d'un coup qui arrivent pour que ça en fait lance le truc d'avoir des filles dans le groupe. Et je pense que tout le monde aimerait bien, parce que ça ferait aussi une ambiance un petit peu différente et parfois un petit peu moins masculine. Donc c'est pas mal aussi. Mais après, s'il y en a qui veulent rejoindre, en tout cas le groupe est complètement ouvert à la venue de filles.
Et Julien serait très content aussi d'entraîner un profil différent. La proposition est lancée. Voilà, il y a peut-être des auditrices qui vous contacteront. Parce que je sais que Julien aimerait bien, parce qu'il aime bien aussi la diversité, et notamment c'est ce qui lui plaît dans le groupe, c'est d'entraîner justement des gars qui font du long, des gars qui ont objectif WTS Paris 2024, et des gars qui ont plus objectif accession au très haut niveau, quoi. Et c'est ce qui lui plaît justement d'avoir plusieurs cordes à son arc, quoi. Et je pense que s'il y a des filles qui viennent en plus, ça lui fait encore un challenge supplémentaire. Donc il est très ouvert, et tout le monde serait preneur, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même assez typique du triathlon, ces groupes d'entraînement que tu retrouves. Je sais pas, tu prends le trail par exemple, tu retrouves moins. J'ai l'impression ils vont plus s'entraîner en solo. Ouais, c'est possible. Enfin, en tout cas, j'ai pas entendu parler. Alors peut-être que ça existe, et que je connais peut-être pas suffisamment bien. Mais j'ai pas entendu parler, en tout cas, tu vois, de groupes d'entraînement comme ça. Je saurais pas aussi systématique en tout cas. Ouais, je saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être parce que le triathlon, c'est un des sports où on s'entraîne le plus en termes d'heures, et c'est peut-être trop chiant pour s'entraîner tout seul, alors que d'autres sports, c'est plus facile, je sais pas. Mais c'est vrai que depuis quelques années, en triathlon, il y en a de plus en plus, quoi. Et même maintenant, dans le long, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui commencent à s'entraîner en groupe. Ouais, mais ça devient vraiment, ça devient un peu la norme, quoi. Tu vois, c'est normal d'être dans un groupe d'entraînement et pas de faire ton coaching tout seul. Alors bon, il y en a encore, évidemment, bien sûr, qui s'entraînent. C'est vrai qu'au début, ça faisait bizarre. Je me rappelle au tout début du JFT Crew, là, avec Joël Filleul, quand on voyait Mario Mola qui s'entraînait avec Vincent et tout, ça posait beaucoup de questions en mode, comment deux gars aussi forts qui se battent pour le titre mondial peuvent s'entraîner ensemble. Et maintenant, c'est beaucoup plus rentré dans les mœurs, en fait, et c'est presque normal. Et ça choque beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a eu une évolution de ce côté-là, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était bénéfique pour tout le monde, en fait. Parce que c'est ça, en fait, ça attire tout le monde vers le haut, je pense. Ouais, c'est l'émulation de groupe. Ouais. C'est un peu la même chose qu'on retrouve chez les amateurs, qui soient d'un niveau moyen ou d'un très bon niveau. Quand tu vas dans un club, finalement ce que tu cherches, c'est l'émulation de groupe, en natation, en course à pied. Ouais, et puis chacun a des... Et sauf que là, c'est exacerbé par le fait que ce soit du haut niveau et que vous soyez 24 sur 24. Ouais, puis t'as des comptes à rendre aussi quand t'es dans un groupe, c'est-à-dire qu'il y a un entraînement. Tu sais que l'entraînement il est à 17h, et faut que tu sois là à 17h, quoi. Tu vois, il y a pas de non, en fait je vais aller un peu plus tard, et au final tu te retrouves à 22h et tu dis merde, j'ai encore entraîné, sauf que j'ai pas mangé, et que tu vois. c'est clair. Ça c'est une question de c'est ce que je disais, c'est que c'est un peu chiant tout seul, donc en fait là ça te met un cadre beaucoup plus. Et en fait, ça te force à te mettre un petit coup de pied quand c'est pas facile ou que t'as un peu la flemme, quoi. Donc tu dis de toute façon il y a le rendez-vous, j'y vais, et puis voilà, quoi. Et puis en plus, comme tout le monde a des points forts et des points faibles différents, en fait ça aide tout le monde, tu vois, parce qu'il peut y avoir un gars qui est un petit peu moins fort en triathlon mais qui va être un excellent nageur, en fait il va aider le meilleur gars du groupe, tu vois, parce que en fait du fait qu'il nage bien, donc t'as même pas besoin d'avoir que des triathlètes de très très haut niveau, en fait, pour qu'un groupe marche bien. Et ça c'est super, parce que ça te fait aussi voir d'autres personnes et d'autres points de vue, tu vois, et c'est ça aussi qui est bien dans le groupe de Grenoble, c'est que c'est pas que des gars axés sur le même objectif Paris 2024, c'est que en fait c'est assez ouvert, enfin t'as une ouverture d'esprit du fait qu'on a tous des projets différents, quoi, et on vient tous d'endroits différents, donc ça c'est aussi intéressant, tu vois, tu découvres des gens et tu découvres d'autres idées, d'autres fonctionnements, et c'est assez intéressant, et d'autres cultures aussi, vu qu'il y a des étrangers. Tom, de la même manière qu'on a commencé l'épisode, on a une tradition, on le termine avec une question qui est en relation avec le nom du podcast. À ton avis, comment devenir triathlète ? Comment devenir triathlète ? Justement, entourez-vous de personnes qui aiment le triathlon comme vous, et entraînez-vous en groupe et avec des personnes que vous appréciez et qui sont passionnées de ce sport comme vous l'êtes, et ça se passera bien si vous entourez bien. Allez vous inscrire en club, allez vous créer vos petits groupes d'entraînement, effectivement. Exactement. Allez vous ouvrir aux autres triathlètes. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis d'apprendre et de progresser énormément. Que ce soit quand j'ai commencé le triathlon, donc à la découverte, ou que ce soit quand je suis arrivé à Grenoble, en fait, et que je suis arrivé avec Dorian et puis Léo Bergère, qui étaient déjà eux au haut niveau et qui étaient en équipe de France, et ça m'a beaucoup apporté, en fait, de côtoyer d'autres gars, et je pense que c'est une des clés de la réussite. Écoute, c'est une très belle conclusion. Pour finir, Tom, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on continue à échanger avec toi sur Internet ? Vous pouvez échanger avec moi sur Instagram, par exemple, et je me ferai un plaisir de vous répondre.
n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez des questions, ça me fait toujours plaisir, que ce soit sur mon fonctionnement ou si vous avez des besoins de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Génial. Eh ben écoute, on fait ça, on te suit sur Tom Richard Tree sur Instagram. C'est ça. Et eh ben écoute, nous on te souhaite tout le meilleur pour la saison à venir. On suivra tout ça de très près. Et puis voilà, merci d'être venu nous avoir accordé un petit peu de temps, c'était cool. Et écoute, je te dis à très bientôt. Plaisir partagé et puis ouais, à très bientôt. Merci Tom, ciao. Au revoir. Salut Armano, à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.